moi je suis Xavier Blanc, je suis prof à l'Université de Bordeaux. Je suis aussi un des cofondateurs d'une startup qui s'appelle Promise, dans la qualité logicielle, tout ce qui est gestion de la dette technique, etc. Et là, je viens vous proposer un résultat qu'on a fait avec un stage de master. C'est assez marrant, c'est Benoît Faget qui était en stage avec nous cet été au Labri. Et on a essayé de tester l'architecture, donc on va voir ce que c'est. Comme on savait, comme on connaissait bien le DDD et qu'on avait envie de regarder ça là-dessus, on a mis ça en œuvre sur le DDD. Donc je vous présente un petit peu ce qu'on a fait. N'hésitez pas à m'interrompre à tous les moments, parce que c'est un ongoing work, quoi, des travaux en cours. Le but de cette présentation, c'est ça. Alors, on commence de suite par une démo. Je sais, je suis fou, mais on va essayer. Hop. Alors, si vous avez des ordinateurs et si vous êtes prêts à télécharger ça, c'est sur Git. Vous allez sur moi c'est xblanc33 sur GitHub. Et le projet s'appelle ddd_archi_td. Voilà, je suis désolé, je l'ai fait ce matin. Donc, c'est du code que je donne à mes étudiants, DDD en Java. Je remercie la présentation d'avant d'avoir un peu expliqué ce que c'était que le DDD. Donc, en gros, il y a une couche domaine que vous voyez peut-être ici. Bon, c'est de la gestion d'un catalogue. On ajoute des références dans un catalogue. Hein. On imagine qu'on travaille pour un vendeur de e-commerce. Donc, on a un catalogue, on a des références, on a des prix. Donc, tout ça, c'est le domaine. C'est là, c'est dans le package domaine. Ensuite, tout ce qui est gestion de la base de données, c'est dans le package infrastructure. Donc ça, en fait, c'est les principes que je vais vous présenter. Hein. C'est les principes de conception des DD. Alors, on pourra en discuter. Ça sera intéressant de voir si vous avez les mêmes conventions que moi. Et puis là, il y a une couche interface graphique où c'est juste une... Elle n'est pas si graphique que ça parce que c'est une CLI. Hein. Donc c'est textuel avant l'interface graphique. Ça me permet de donner à mes étudiants l'envie de faire des interfaces graphiques. Je ne suis pas très graphique, voilà. Et là, du coup, quel est le but du jeu là? Voilà, je suis là, hop. Gradle Compliance, vous arrivez à le lire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a développé. Et en fait, ça va tester notre architecture. Et ça va nous dire, ah, désolé, mais là, les value objects, leur champ doit être privé. T'as foiré. D'accord? Donc c'est de ça dont on va parler, en gros. C'est-à-dire qu'on a développé plein de petites règles qui vont permettre aux développeurs de lancer notre exécutable, là, de tester toutes les règles. Alors en haut, je vous ai montré l'étendue des règles qu'on a développées, enfin qu'il, hein, c'était lui, c'est son boulot quand même. Et vous voyez que là, pour la démo, aujourd'hui, voilà, hein, j'ai focus sur quelques règles pour que vous voyez comment ça s'écrit, ce qu'on peut en faire, et voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris le principe, donc je commence par la conclusion. À la fin, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc si vous avez un ordi portable et que vous voulez essayer, en théorie c'est possible, d'ici 3/4 d'heure, vous pouvez avoir le même résultat que moi. Et le but du jeu, ça va être de fixer les erreurs. On va voir si ça marche pour de vrai. Là par contre, je garantis rien. Hein. Voilà, on verra ça. Ok. Donc du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? D'architecture logicielle. Donc ça c'est intéressant, on va se poser ces questions. Qu'est-ce qu'une architecture logicielle? Ça se définit comment? De quoi on parle? À quoi ça sert? Donc un tout petit peu là-dessus. Donc essentiellement de modules et de relations. Quels sont les modules? Quelles sont les relations entre les modules? Et du coup, on va pouvoir se poser des questions de tester ça. Est-ce que j'ai garanti telle relation? Si je dis par exemple que mon module A, il n'a pas le droit d'appeler mon module B, est-ce que c'est vrai dans le code? Si c'est pas vrai, j'ai une belle architecture sur le papier, mais dans le code, c'est moyen. Voilà. Et puis, on va aussi parler de composition interne. Donc, typiquement, tout à l'heure, il a parlé d'encapsulation. En fait, la value object, c'est l'encapsulation qui garantit. En fait, on ne veut pas donner son état. Si on donne son état et qu'il peut changer, on n'est plus immutable. Donc voilà, donc on a des problèmes de conception interne. Voilà. Donc là, l'exemple, là, ça va être sur des DDD, parce que le DDD est bien fait, je trouve, au niveau des concepts architecturaux. Mais à la limite, cette présentation, elle cible le DDD, mais ce n'est pas une présentation pour le DDD. Parce qu'en fait, on pourrait tester l'architecture sur bien d'autres préconisations. Et ensuite, je vais vous présenter une approche, un outil, ArchUnit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été très DDD. Je suis allé dans une société bordelaise, gradignanaise même, pour ceux qui connaissent. C'est un grand groupe à côté de Leroy Merlin, je ne peux pas trop citer, je suis filmé, c'est l'inconvénient de citer, quoi. Enfin bon, ils ont accepté, ils seront avec moi au Bordeaux XIO, ils vont présenter ça au Bordeaux XIO avec moi. Et en fait, ils m'ont dit comment on fait du DDD, donc on a fait des petites formations avec eux. Et à la fin, ils m'ont dit c'est bien, mais comment on teste? Comment on vérifie que ce qu'on fait, c'est bien ce qu'il faut faire? Et puis ils m'ont dit, bah, tu devrais regarder ArchUnit, ça a l'air pas mal.
Et je leur ai posé la question, vous avez regardé? Ils m'ont dit non. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, on a proposé à Benoît de faire ce stage là-dessus, et Benoît dit ouais, c'est génial, on peut faire plein de trucs. Donc voilà ce qu'on vous présente aujourd'hui. Ok, donc commençons par le commencement, DDD. Alors je vais aller plus vite, c'est cool parce que j'ai une présentation, j'ai une super télécommande, j'avais oublié. Je vais aller plus vite, mais je vais présenter ce qui est important pour moi ici, c'est les notions d'architecture dans DDD. D'accord? Je ne présenterai pas tout, mais ce qui est important pour moi, c'est cette notion d'architecture dans DDD. Alors juste avant, DDD, il y a deux grands piliers, stratégique, tactical. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir aller du business, donc c'est une belle icône qui présente le business, jusqu'au code. Et ce que nous dit DDD, c'est qu'avant d'aller au code, il faut quand même un peu réfléchir sur son business et voir quels sont les contextes de son business. Est-ce qu'on peut vraiment clarifier les contextes? Parce que souvent, quand on fait un business, on n'a pas qu'un seul produit, mais on a plusieurs petits produits. Il faut bien délimiter les produits. Donc on va voir ces notions de context boundaries. Donc ça, c'est déjà très important, parce qu'on a ces notions de context boundaries. Et ensuite, on va pouvoir définir les concepts dans ce contexte. C'est un truc que j'ai toujours du mal à dire. C'est concept dans ces contextes. Voilà, c'est un petit exercice de prononciation. Donc ça, c'est le côté stratégique, qui est super intéressant, qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et de l'autre côté, donc là, c'est plus pour les développeurs. Donc on a pas mal de guides, de styles, vous appelez ça comme vous voulez, mais en fait, c'est les principes architecturaux qui vous expliquent comment il faut coder ça. Et je suis complètement d'accord que ces principes architecturaux sont plutôt orientés objets. Donc si vous voulez faire du DDD en Java, ils sont super intéressants. Si vous voulez faire du DDD dans un autre langage qui ne supporte pas l'héritage, l'encapsulation, la version de dépendance, etc., ça a un peu moins d'intérêt. D'accord? Donc là, on a des préconisations, et du coup, si on suit ces préconisations, on écrit du code qui est bien aligné. Donc ce qui est super intéressant avec le DDD, c'est qu'on a un alignement entre le métier et le code. Ce qui est vraiment très agréable, donc là maintenant quand je regarde le code qui est écrit par la société, là, je peux lire le métier. Donc ça c'est le but du jeu, quand je regarde le code, je lis le métier. Donc pour moi c'est un pont qui permet, je lis le code, je comprends le métier, je comprends le métier, je peux écrire le code. Donc c'est un pont, et sur ce pont il y a deux piliers, stratégie, tactique. Donc si vous enlevez un des deux piliers, ça marche moins bien. Rapidement sur stratégique, on va définir les produits. Je vais expliquer ce que c'est qu'un produit logiciel pour moi, mais on va définir les produits de notre société. Donc notre société, elle produit des logiciels. Qui dit produit de logiciels, ça veut dire qu'il y a des développeurs et des chaînes de production. Ça, c'est important comme concept. Et donc elle produit des logiciels, mais bien souvent, ces logiciels, ils ont leur propre contexte et donc leur propre concept. Donc DDD nous explique qu'il faut faire des maps, il faut définir tous les concepts, et parfois, on a des concepts avec le même nom, et il faut aligner ces concepts-là. Et surtout, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a des relations claires intercontextes. Alors, je trouve qu'il y a un terme qui est super intéressant, c'est le découplage. Attention, découplage ne veut pas dire on ne communique plus. Ça a été très bien dit tout à l'heure là-dessus. Si vous avez un seul acteur, c'est pas génial. D'accord? Découplage ne veut pas dire on ne communique plus. En fait, il faut du couplage. Il faut être couplé. Mais être couplé, ça veut dire je suis aussi dans la possibilité de me déconnecter à un moment donné pour être couplé avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important quand on parle de découplage. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas être couplé. Non, bien sûr qu'il faut être couplé, vous avez besoin des autres composants. Mais si ce composant vous lâche, il faut pouvoir le remplacer. Et donc on a plein de relations qui sont établies. Et la plus, je dirais, la plus défensive, c'est Anti-Corruption Layer, qui consiste à dire, celui-là, j'ai peur, j'ai pas trop confiance en lui, je vais faire une couche. Et comme ça, s'il se barre, je m'en fiche, j'ai ma couche qui me protège. Voilà. Donc, mais il y en a plein d'autres, de façon de réfléchir au couplage. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est le côté stratégique. Et du côté tactique, alors là, moi, c'est là où j'ai découvert beaucoup de concepts intéressants, notamment l'architecture hexagonale, qui est souvent mis dans le paquet tactique. Donc là, j'en parlerai un petit peu, je vais vous expliquer ce que c'est que cette architecture hexagonale. Ça a été mis en place par Cockburn. Alors, on l'assimile au DDD. C'est pas vraiment DDD, mais bon, c'est souvent assimilé au DDD. Et puis, alors je ne sais pas trop comment les appeler, j'ai vu que tu avais le même problème que moi, des métatypes de concepts, des patterns de value object. Qu'est-ce que c'est un métatype? Je ne sais pas trop comment l'appeler. Voilà, donc on a ça. En fait, c'est des guides qui vous expliquent comment il faut coder. Et enfin, on a des conventions de codage. Une fois qu'on a compris ces concepts-là, dans tous les bouquins que vous ouvrez, il faut le coder comme ça. Pour les value objects, il faut le coder comme ça. Ah bon? Et un autre bouquin, il faut le coder comme ça. C'est un peu différent. Donc on a des styles, des métatypes et des conventions de codage. Ça fait beaucoup de choses. Alors, ce qui est vachement important pour moi, c'est que ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait aujourd'hui, et même dans toutes les conférences que j'ai vues, c'est qu'on parle de valeur du code, du produit logiciel. C'est super important de parler de la valeur du produit logiciel. Je vous invite, alors j'ai réussi à convaincre pas mal de personnes que j'apprécie ici, à lire ce bouquin. Donc je fais de la pub pour vous.
Ce bouquin, je l'ai lu, il est un peu dur à lire, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il apporte comme notion? Et notamment, il va vous expliquer que la valeur d'un produit logiciel, eh ben, il y a 4 axes. Les features, les bugs, le risque et la dette technique. Ça, c'est super intéressant parce que moi, j'ai écrit un billet sur LinkedIn. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn. C'est beau, ça. Prenons contact sur LinkedIn. On parle souvent de feature team. En fait, moi, j'aime pas la notion de feature team parce que ça met l'emphase sur les features. Et donc, c'est un seul axe de la qualité d'un produit. Si votre produit, il a plein de fonctionnalités mais qui bug toutes les 5 minutes, il n'a pas de valeur. D'accord? Et ce qui est marrant, c'est que dans pas mal de sociétés, il y a l'équipe qui gère les bugs et l'équipe qui gère les features. Et il y a bien souvent aussi une espèce de relation de hiérarchie entre l'équipe qui gère les features, ils sont quand même un peu plus respectés, que l'équipe qui gère les bugs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, moi ici, j'adore sa définition à lui. Il lui dit non, il y a 4 axes. Si vous en négligez un, votre produit n'a pas de valeur. C'est ce qui commence à se passer. C'est pour ça qu'en fait, on a une crise de conscience, parce que les sociétés commencent à se rendre compte qu'il y a quand même un peu trop de bugs. Hein. Il y a des belles features, mais il y a quand même un peu trop de bugs. Il faut qu'on arrête peut-être un petit peu de pousser les features. Et il y a 2 points qu'il ajoute, risque et technical debt. Risque, c'est super compliqué à comprendre. Très compliqué à comprendre. Une partie du risque, une partie seulement, pour moi, c'est l'architecture. Est-ce que votre produit, il dépend d'autres produits? Et est-ce qu'il peut facilement se détacher de ces autres produits? Est-ce que vous dépendez d'un framework qui est plus mis à jour depuis des années? Si c'est le cas, il y a un risque. Est-ce que vous dépendez d'un framework qui est mis à jour toutes les 2 semaines? Si c'est le cas, il y a un risque. Est-ce que vous avez choisi un langage de programmation qui est sorti il y a 6 mois, ou 1 an, ou plus, et tout le monde disait « Ah, c'est ça maintenant, c'est ça le langage à connaître ». Et depuis 2 mois, ce langage à connaître, si vous dites que vous le connaissez, vous avez la honte, parce que c'est un autre langage maintenant qu'il faut connaître. D'accord? Tout ça, c'est les risques. Et ensuite, il parle de dette technique. La dette technique, on sait tous à peu près de quoi ça parle. Moi, j'ai une définition très généraliste de la dette technique. Pour moi, c'est en gros, on peut faire mieux, on peut mieux tester, on peut écrire du code un peu mieux. Alors, je fais pas mal de conférences sur le clean code. Il y a plein de choses qui font qu'on peut améliorer la qualité intrinsèque du code. Je compare ça aussi à la vidange de votre voiture. Il y a mieux. Vous pouvez de temps en temps vidanger votre code, c'est pas mal, l'améliorer un petit peu. Si vous ne le faites jamais, il y a de la dette. Voilà. Donc lui, il écrit bien tout ça, et en fait, le DDD promeut cela. Mais essentiellement, le DDD, il promeut ce qui nous fait un petit peu défaut à tous, cette notion de risque et de technical debt, notamment grâce à ces notions d'architecture. Donc ça, c'est pour moi ce qui est très intéressant. Alors, allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin, et commençons déjà par la stratégie et un petit peu les tactiques, où il va vous dire, le DD, il va vous dire, une fois que vous avez identifié les contextes, vous considérez grosso modo que vous avez un produit par contexte, avec peut-être des concepts communs. Une fois que vous avez défini que ça, c'était un produit, quand on parle de couplage faible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couplage. Ça veut dire que ce truc-là, vous pouvez le couper. Vous pouvez le couper pour un autre. Ça ne veut pas dire qu'on enlève la flèche. Ça ne voudrait rien dire d'enlever la flèche. Un couplage faible, ça veut dire la flèche, je peux la couper. C'est pas un gros câble énorme. Je suis foutu avec ce gros câble énorme. D'accord ? Donc ça, c'est super intéressant et il va nous proposer différentes relations par un petit peu ordre de sécurité. Voilà, shared kernel, en gros, vous avez des composants communs, vous partagez un peu ça, c'est pas génial. Ça peut se faire si vous avez 2 produits avec à peu près les mêmes équipes où les gens se connaissent très très bien. Mais c'est pas idéal. Là, anti-corruption, c'est au contraire, vous n'avez pas du tout confiance, ça se trouve, c'est un web service, le web service, il crache toutes les, 5 minutes. Vous faites un layer. Et vous appelez le vôtre de web service. Et quand il marche, vous l'appelez lui. Mais quand il ne marche pas, vous appelez le vôtre. Et ça se resynchronise de temps en temps. C'est ça, anti-corruption layer. D'accord ? Architecture hexagonale. Là, c'est Cockburn. Alors ça, pour moi, c'est complètement génial. Parce que, en tant qu'enseignant, j'ai enseigné pendant des années. Je dis qu'en France, on est un peu trop meurisien.
J'ai enseigné pendant des années que, en fait, il y avait la base de données. La base de données, mince, je vais me salir les mains. Et écoutez ce terme, c'est génial, c'est la base de données qui fait autorité. Ça s'écrit bien comme ça? On nous a appris, enfin, moi je l'ai enseigné en plus, c'est pire. On nous a appris, enfin, quand je vois peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, mais en tout cas, certains d'entre vous ont appris que c'était la base de données qui faisait autorité. Et quand vous étiez DBA à l'époque, vous étiez un peu le chef quand même. D'accord? On vous a appris ça. On vous a appris qu'ensuite, il y avait une couche là, une couche métier. Et cette couche métier fait appel à la base de données. Et on vous a appris qu'il y avait une couche interface graphique, vous l'appelez comme vous voulez, qui fait appel au métier. C'est la fameuse architecture à 3 tiers qu'on connaît. Que nous dit le DDD? Que nous dit l'architecture hexagonale? Il nous dit on va changer l'autorité. La base de données, ce n'est que du stockage. C'est technique, c'est de l'infra. L'autorité, c'est le code. C'est ça qui est énorme. Il nous dit en fait, dans le métier, il y a une couche là, qu'on va appeler domaine, où on va coder les structures, donc le schéma, on le code. Non seulement on code le schéma, le typage, mais on code aussi les traitements, donc les règles métiers. Certains ont-ils fait du business object, business rules, hein, ouais, on codait le métier. Là, c'est un tout petit peu la même idée, sauf qu'en fait, on va coder ça en Java. Et ça, c'est la couche domaine. Et ce qu'on nous dit maintenant, c'est que si vous avez codé ça, si vous faites de l'inversion de dépendance, donc c'est la base de données qui dépend de votre domaine, c'est facile à faire avec une interface et ce genre de choses. Si vous avez la base de données qui dépend de votre domaine, vous pouvez changer de base de données. Donc ça, c'est génial. Ça, pour moi, c'est complètement génial. Et quand je fais des formations DDD vers les développeurs, quand ils comprennent ça, à un moment donné, il y a lumière. Ils disent « Ouais, génial, c'est moi qui prends l'autorité. » Donc ça, c'est complètement génial. Je prends l'autorité. Donc l'autorité est plus sur la donnée ou ailleurs. L'autorité, elle est là. Et alors, quand on parle d'agilité, ce qui manque à l'autorité, c'est l'autonomie. Et pour moi, une équipe est agile si non seulement elle a l'autorité, mais si en plus elle a l'autonomie de changer. Donc en fait, l'agilité, moi j'ai des définitions complètement différentes de tout le monde. Mais c'est ma règle des 2 A. Autorité, autonomie sur le domaine. Si, alors je rentre dans des équipes, vous êtes agile, ouais, vous avez le droit de changer ça? Non, vous n'êtes pas autonome. Et je rentre dans des équipes agiles où en fait, l'autorité, elle n'est même pas dans leur code. Eux, ils utilisent un truc, ils n'ont pas autorité sur la base de données. Ils ne sont pas agiles. Donc là, ce qui est bien avec le DDD, c'est qu'on a ça. Mais alors, ça veut dire que votre domaine, il ne doit dépendre de rien. Donc là, vous avez une règle d'architecture. Ça marche si votre domaine ne dépend pas de la base de données. D'accord ? Donc on a des principes, des règles d'architecture qui vont nous permettre d'avoir de la qualité. Et puis on va à l'intérieur du domaine, là c'est quand on rentre dans le domaine, présentation d'avant, où on a plein de métatypes, on vous dit, alors ok, pendant un temps on a expliqué que un objet c'était un identifiant, un état des traitements, etc. Et puis on était là, ouais mais des fois l'identifiant on s'en fiche. Oui, alors lui il avoue, il dit oui ça c'est vrai, c'était des value objects. Ah merci, ça existe des objets où on s'en fout des identifiants? Oui, ça s'appelle des value objects. Génial. Des fois les objets en fait ils n'ont pas d'état. Oui, ça s'appelle des services. Oh merci, ça fait du bien. D'accord? Donc en fait, il y a plein de trucs où on se disait, ouais, c'est pas franchement des objets, lui il vous donne des noms. Un objet, c'est juste un ensemble d'autres objets. Oui, ça s'appelle un repository. Oh merci, merci, merci. D'accord? Donc en fait, il vous donne des noms pour ces types d'objets qu'on a manipulés, mais on avait un peu honte de dire, non, non, moi j'ai des purs objets, je suis pur objet, tout un identifiant, un état, machin. En fait, c'était un peu faux. Donc lui, il vous dit, non, non, mais en fait, il y a différents types d'objets. Métatypes, vous appelez ça comme vous voulez, et surtout il vous explique comment il faut les coder. Alors ça c'est génial. Il vous dit voilà comment il faut coder, il faut faire la méthode equals en Java. Et ça aide. Donc du coup ça marche si vous connaissez les règles. Et là vous rentrez dans une équipe de développement, ils vous disent on est des DD, et vous regardez leur code, fait alors ils sont où vos value objects? Elle est où votre couche domaine? Ah alors la couche domaine Donc on devrait, quand on voit du code DDD, on devrait pouvoir facilement identifier la couche domaine. On devrait facilement identifier la couche infrastructure. On devrait facilement identifier les value objects, facilement identifier les entities, facilement comprendre les conventions de codage. Ça pour moi, c'est ma définition de l'architecture.
Voilà, pour moi, c'est ça. Quand vous définissez une architecture, c'est-à-dire que vous définissez les couches, les relations entre les couches, les composants à l'intérieur, etc. Et quelles sont les conventions, quelles sont les règles qu'il faut absolument suivre. C'est ça l'architecture. Voyons voir si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous connaissez un petit peu le DDD? Ça va ce que... Ouais. La couche domaine contient les concepts métiers, aucune dépendance. Vous êtes d'accord avec cette règle? Ouais. Donc l'idéal, c'est si je lance mon petit outil, je sais où est la couche domaine, je sais où sont les autres couches, je fais check, et il me dit, ah, au fait, là, il y a un petit problème. Ta couche domaine, elle dépend de... Ah. Je ne suis pas cohérent avec ma conception. La couche infrastructure, donc contient en théorie la base de données, il y a une dépendance vers la couche domaine. Vous êtes d'accord avec cette règle? Ça vous va? Ouais, donc il doit y avoir un lien vers l'infrastructure, vers le domaine, et pas l'inverse. L'infrastructure doit dépendre du domaine. Donc là, en gros, qu'est-ce qui doit se passer? On doit avoir une interface ou une classe abstraite, faites ce que vous voulez, qui définit un repo, un repository. Donc là, je vais avoir add, références, qui sont que des méthodes, hein, point virgule. Et là, ma base de données, il y a une classe qui va implémenter et qui là va faire du SQL, ce que vous voulez. Ça, c'est dans mon package infra. Ça, c'est dans mon package domaine. De fait, l'infra dépend du domaine. J'ai cette classe-là qui référence l'interface ici, et pas l'inverse. Ça vous va? Un value object doit avoir des champs privés. Voilà, alors c'est une convention. Un value object est défini par les valeurs de ses propriétés. Les valeurs de ses propriétés, quand on est en Java, bah c'est ce qu'on range dedans, là. Et donc, du coup, si une propriété est publique, n'importe qui peut changer la valeur. Ça peut être gênant. Voilà. Donc, on va dire, bah, allez, privé, et il ne doit pas avoir de setter public. Sinon, c'est un peu débile. Hein, si vous mettez une propriété, voilà, et vous mettez setter public, ça sert un peu à rien. Voilà. OK ? Donc là, on pourrait garantir, attention, on va discuter de cela, on pourrait garantir le fait qu'il soit immutable. Ouais. À un certain niveau de confiance. Donc s'il y a quelqu'un qui veut passer au travers, il n'a pas trop de difficultés. Ok, on parlera de ça à la fin. Et maintenant, il faut vérifier ces règles. Donc là, on était content, on avait défini des règles, et la question, c'est comment on vérifie ces règles. C'est pas si simple. Et là, bingo, ArchUnit. ArchUnit, c'est l'approche, donc c'est un framework qui existe. Hein. Si vous êtes connecté, vous pouvez chercher ArchUnit, il existe, ce framework. C'est un framework qui vous permet d'écrire des espèces d'analyses, je ne sais pas trop comment les appeler, sur des topologies de classes Java, essentiellement. Hein. Donc en gros, alors c'est compliqué de comprendre comment il marche vraiment. Mais en gros, vous avez une bibliothèque Java, donc il vous donne une bibliothèque Java, c'est une Fluent API, donc une Fluent API, hein, ça marche avec les points, machin, point, tout, voilà, should not, tout, machin, etc. Donc on a une bibliothèque Java, Fluent API, qui permet de coder des analyses sur les classes Java. C'est un peu compliqué, donc en gros vous avez... C'est pas marrant ce poster-là. Hein. Vous avez votre programme, à vous, Java, d'accord? Donc il y a des classes. Tac. Vous avez ici votre ArchUnit, et lui il va comprendre le bytecode qui est là, et il va vous donner le droit d'écrire en Java des analyses sur ce genre de classe. OK? Et il va utiliser les frameworks de test type JUnit pour exécuter ces analyses. Alors, bim, l'exemple qui est donné sur leur site web, et vous allez vite comprendre. Voilà ce qu'on peut écrire avec ArchUnit. Classes that are annotated with service.class or have name matching regex, machin, etc. Should reside in a package, tac, 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 or should be annotated with... Roger, Houston, avez-vous compris? Ouais? Vous avez compris l'idée? Ouais, ça va? Parce que je ne compte pas m'attarder beaucoup plus sur ArchUnit, en fait. Hein. En fait, il faut avoir un bon éditeur de code. Hein, et dès que vous faites classes, il vous explique toutes les méthodes que vous pouvez faire. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Il a regardé, il a introspecté toute cette couche-là, il l'a remonté en Java, il vous permet d'écrire ça, il vous dit, voilà, dans mon programme qui est là, si j'exécute ça, je veux vérifier que toutes les classes qui ont été annotées par la notation service
ou qui ont un nom qui finit par service, alors elles doivent être dans un package qui contient le mot service, ou bien alors elles sont annotées avec Legacy Bridge. Vous voyez l'idée? Et ça c'est sympa parce que du coup on se dit mais c'est cool, on peut coder toutes les règles qu'on a écrites tout à l'heure là. C'est chouette, non? On va pouvoir les écrire comme ça. C'est ce qu'on a fait. C'est juste ce qu'on a fait. C'est assez fort hein, quand même. Hein. C'est assez fort parce que l'API elle est pas mal, elle n'est pas trop compliquée. Après on peut le lancer avec du JUnit, ce que vous voulez, quel que soit votre framework de test. Vous le mettez dans la CI et puis si ça pète, faites ce que vous voulez. Hein. Après, voilà quoi. Mais c'est quand même assez intéressant, je trouve. Ok. Donc voilà, donc notre plugin il s'appelle Architecture Compliance. Il y a dedans à peu près 80 règles qui sont codées. Alors vous achetez pas, à vous de voir. D'accord, mais au moins jouer avec. Vous voyez un petit peu à quoi ça sert. Donc on s'est un peu pris la tête pour qu'il y ait pas mal de règles. C'est un plugin Gradle. Je vais vous expliquer comment on l'installe. Donc là c'est le moment où vous avez le droit de sortir vos ordi, vous branchez sur Git. Alors comme il est sympa, il l'a mis en public, la licence elle est cool. On l'a forqué sur le dépôt Git du Labri, comme ça on est sûr que si jamais il ferme le dépôt, on l'a toujours. Voilà, ça c'est fait. On essaye de le maintenir, mais on a besoin de gens qui nous disent il faudra bien de faire ci, ça serait bien de faire cela. Il est actuellement testé par 2-3 entreprises bordelaises là, qui commencent à regarder, qui trouvent ça assez sympa. On n'a pas plus que ça de retour. Enfin, si une société qui commence vraiment pas mal à l'utiliser. Et donc, l'URL, hein, c'est... alors lui, il s'appelle GlobiBDX. Hein, voilà, ça c'est son petit nom sur GitHub. Son vrai nom, c'est Benoît Fagé. C'est marrant parce qu'on le voit sur les commits. Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de mettre son nom, est-ce que j'ai pas le droit, etc. Mais comme on le voit sur les commits, c'est bon. Et le nom du plugin s'appelle Architecture-Compliance. J'espère que ces slides ne seront pas simplement filmés, qu'il faudra zoomer le film, mais j'espère que j'aurai le droit de vous donner les slides et que vous pourrez les retrouver quelque part et que vous trouverez le lien vers ce plugin. Alors pour l'instant, il n'y a pas de release, donc si vous voulez l'utiliser, il faut le déployer vers votre Maven local. On ne l'a pas releasé, on ne l'a pas déployé sur le dépôt Maven Repository, le fameux. Déjà parce que, c'est compliqué, c'est quand même un peu pénible, hein, c'est pas comme NPM. Hein. Et 2, parce qu'il n'est pas encore tout à fait stable, quand même. Donc pour le déployer chez vous, git clone, boum, vous le récupérez, ensuite vous rentrez dedans, Gradle-B, Gradle-U, donc qui est fourni dedans, hein, -B avec ces trucs-là atroces, qui dit en gros, ça rentre dans le build script, ça exécute le build.gradle, et ça le publish to Maven local. Voilà. Même moi j'ai réussi, pour vous dire, c'est que c'est pas très compliqué. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est 2 instructions. Git clone, vous récupérez le code source du plugin. Gradle, c'est sur le site web, au fait, hein, du plugin. Hein, donc, la doc est plutôt pas mal faite. Hein. Donc, en gros, là, qu'est-ce que ça fait? Vous avez votre machine. Vous avez sur votre machine, si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez, vous avez un dépôt Maven local. Et ça déploie ce composant dans votre dépôt Maven local. Ensuite, il faut, dans votre projet à vous, donc là, j'ai mon projet, il faut ajouter cette configuration pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir faire comme j'ai fait tout à l'heure, le Gradle Compliance. D'accord? Donc là, c'est simple, il suffit simplement de copier ça dans votre fichier build de Gradle. C'est tout. Alors c'est un peu barbare, mais en gros, ce que ça dit, c'est voilà, maintenant que dans ton Maven local, tu sais qu'il se passe des choses, là, tac, 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 tu vas prendre cette classe-là, et puis quand tu fais Gradle Compliance, là, tu vas chercher ce plugin. Bon, en gros. Bon, je vais très vite. Hein. Vous voyez qu'on est en version 1.0, enfin 0.1.0, donc on est un peu en early stage, hein. On est d'accord? Ok. Alors ensuite, alors ça c'est marrant parce qu'il va falloir, et c'est ça, alors là on va rentrer un petit peu dans le retour sur expérience. En fait, vous avez vu, les règles, c'était toutes les classes qui sont annotées comme ça, elles sont dans le package, machin, etc. Et donc là, on s'est pris la tête, on s'est dit, on va commencer, donc je vais vous raconter notre vie, là on est en plein questionnement, on va commencer par annoter le code. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faut, dans le code, il faut mettre une notation qui dit ça, c'est un value object, ça, c'est une entity, ça, c'est un repository. D'accord? Donc il va falloir annoter le code. Pour pouvoir annoter le code, il faut avoir un lien vers les dépendances du plugin dans lequel sont contenues les annotations. Les annotations étant des fichiers .java qui ont été compilés, qui sont devenus des fichiers .class. Donc tout à l'heure, pouf pouf, bouton arrière, tout à l'heure, ça c'était pour exécuter le plugin, ça c'est pour utiliser ces annotations. Alors là, soit on n'est pas bon en Gradle,
soit il n'y a pas d'autre moyen de faire, mais en fait, il faut ajouter votre Maven local dans les dépendances de votre projet, alors que tout à l'heure, il fallait simplement faire, mince, tac, tac, il fallait simplement faire un build script. Là, il faut ajouter Maven local dans les dépendances de votre projet, et là, vous ajoutez cette ligne-là qui vous permet d'utiliser dans votre propre projet les dépendances vers les annotations que nous avons construites. Et on a construit une dizaine d'annotations. Et du coup, après, vous pouvez annoter. Donc voilà, alors, ce que j'ai fait, là, je pense que je peux passer un peu en mode dev. Tac. C'est là. Donc la classe price, elle est où? Je l'ai rangée là. Hop là. Voilà, donc vous voyez la classe price. Vous y voyez à peu près, ça va? Ouais. Ou il faut que je grossisse un peu? C'est pas là, c'est là. Il est où le zoom? Il est où le zoom? Il est là. Ok. Ça vous va comme ça? Ok, donc là en gros, vous voyez que... Donc ça c'est une classe prix. Alors un prix, franchement, j'ai pas trouvé pire comme exemple pour le DDD. C'est un exemple à vocation pédagogique. Hein. Un prix, vous voyez qu'on ne va pas demander le prix numéro 5. Ça n'a pas de sens d'avoir un ID sur un prix. D'accord? Je ne vais pas demander le prix numéro 5 ou le prix numéro 12 ou le prix EF-5 4Z. Non. Je vais demander 5 euros ou machin. Donc là, j'ai mis value in euro, donc en centimes d'euros, in euro cents, donc avec mon franglais. Et donc ça, c'est vraiment un value object. Et donc du coup, pour préciser à mon plugin que ceci est un value object, et comme j'ai précisé que ceci est un value object, je pourrais alors exécuter des règles sur lui. J'ai choisi ici de mettre une annotation que j'ai moi-même construit dans mon plugin. Cette annotation s'appelle value object. Ouais. Juste naïvement, normalement, à la base des value objects, on ne dit pas qu'ils doivent vraiment être complètement externes de toute annotation venue de l'extérieur, que le value object doit se concentrer uniquement sur. Alors c'est presque ma conclusion, merci Fred. Désolé. mais c'est bien. Ça veut dire qu'on... Ben oui. Et on s'est vraiment posé la question. C'est quand même chiant parce qu'à la base, le domaine, il doit dépendre de rien et là, il dépend de nos annotations. C'est la question que tu poses. Et donc, on s'est posé la même question que toi. C'est quand même chiant. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté la possibilité dans la configuration, je vais y venir, de mettre des conventions de nommage. Mais dans ces cas-là, il faut dire que ça serait price VO. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu préfères quelle solution? Price VO ou tu préfères annoter? Ouais, hein. Aucun des deux, hein. Alors, en plus, je fais de l'avance de phase. En plus, ces annotations n'ont qu'un seul intérêt, c'est de vivre pré-prod. Elles doivent vivre juste pour qu'on teste l'architecture, mais en prod, on s'en fout. Là, comme on a mis des annotations, elles restent en prod. Donc là, c'est le revers de la médaille de Archunit. Alors, on a demandé à Floréal, donc notre expert Java, etc., qui nous a dit là, on ne peut pas parce qu'il utilise le runtime pour exécuter la... Ouais. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà, merci, au revoir. Merci, sympa, toujours sympa de venir comme ça. Ok. Oui, ça tombe bien, hein, on était un peu en retard, donc voilà. Ok, donc je refais le débat qui s'est fait. En fait, là, le problème qu'on a quand on est un peu puriste, et ça gratte quand même, c'est que notre code là, qui devrait dépendre de rien, dépend du plugin. Donc en gros, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un très beau discours. Ah, génial, domaine dépend de rien, bon, sauf du plugin. Voilà, il dépend de ça. Et ça, c'est pas Jojo. D'accord? Et ce que j'aimerais, et là j'y suis pas encore, j'aimerais c'est mettre cette dépendance checkée et enlever cette dépendance. J'aimerais pouvoir mettre les trucs, les enlever. Donc on essaie avec un fichier de conf qui les rajoute, qui les enlève, mais si tu voyais la tête du fichier de conf, c'est invivable. Hein? Ouais. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Tac, 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 je reviens, tac, tac, sur mes slides, tac, 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 mais c'est exactement ça dont on a parlé. Donc, annoter le code, c'est ce que j'ai fait. Et ou configurer le plugin. Alors voilà, là, c'est pas tout à fait lisible, mais en gros, quelque part, on voit R Annotation. Alors j'ai une super touche avec cette super télécommande que je peux vous vendre si vous voulez. Oh, c'est joli, hein?
J'avais l'effet loop que j'ai dû supprimer. Voilà, bon, off. Là, ici, on voit R annotation. Donc, il y a les classes, les champs, les méthodes, les packages, etc. R annotation true, R annotation true, R annotation false si vous faites un git clone de mon projet. Là, en fait, j'ai une possibilité d'annoter les packages maintenant. Depuis Java, je crois que c'est 1.8. C'est un peu compliqué à faire. Il faut faire le fichier package-info.java, etc. Bon, ça, c'est de la cuisine Java. Et là, on s'est dit, ah, c'est un peu lourd quand même. Du coup, là, on part par des conventions de nommage. Donc, si le nom, c'est domaine, si le nom, c'est infrastructure, alors c'est le package. Et ça part par des conventions de nommage. Du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre class R annotation false. On met false, et dans ces cas-là, il faut mettre la regex qui permet de capturer tous les value objects. Vous voyez l'idée? Parce qu'il faut les capturer, ces classes. Hein. Donc ça, c'est problématique. Parce qu'on a voulu faire des tests génériques, en fait. Parce qu'on pourrait sinon écrire, est-ce que la classe-là est vraiment un value object? Mais il faudrait que le mec il écrive à chaque fois ses tests. Là, on a voulu faire des tests génériques. Et check. Alors, le check, c'est cool, une fois qu'on a tout fait, c'est Gradle Compliance. Et ça tourne. D'accord? Démo. Alors, s'il y en a qui veulent suivre cette démo avec moi, je l'ai mis sur mon compte, donc xblanc33, ddd_archi_td. Je suis désolé, parce que je vais le donner à mes étudiants qui apprennent le DDD. Hein. On essaye de maximiser, de mettre de la valeur partout, voilà. Donc ddd_archi_td.git, donc là c'est un projet qui sera le futur sujet TD de mes étudiants. Ça me permet de le tester un peu en grandeur nature avec vous. Et en gros là, le TD, il y a des fautes, il faut essayer de les corriger. Voilà. Donc si ça vous dit, vous pouvez essayer. Alors on y va, vous allez voir un peu le truc. Donc j'exécute celui-là. Voilà, Gradle Compliance, et je vais essayer, bon je connais, hein, je sais, c'est moi qui ai mis les fautes, hein, donc je triche un petit peu. Okay. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais essayer de corriger tout ce qu'il va me dire, et puis on va peut-être ajouter des règles. Alors la première, voilà, c'est ça, j'ai fait un truc pas bien, j'ai fait un truc, mais c'est exprès. Value object must reside in domain layer. Donc il me dit quoi? Alors vous voyez là, hein, on peut s'améliorer. Hein. Voilà, donc il y a une classe value object, elle me dit la classe price. La classe price, elle est annotée, je vous l'ai montré, elle est annotée value object, mais elle n'est pas dans un package domaine. Pas bien, d'accord? Donc si on regarde bien, j'ai vraiment fait comme il fallait pas, price, vous y voyez? Elle est dans l'infrastructure, oh que c'est pas bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la déplace, bien sûr que je vais déplacer, comme j'ai rien configuré sur mon éditeur, il faut que je me fasse tout à la main, voilà. Ça, c'est fait. Il est où? Il est là. Voilà. Et, alors, je le connais par cœur. Hein, je l'ai un peu travaillé depuis ce matin. Quoi. Voilà. En principe, tout est bon. Et là, je relance mes règles. Et en théorie, elle a sauté, cette règle-là. Voilà. Par contre... Ah ah, infrastructure layer, dependencies must be respected. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me dit, il y a une violation. La couche infrastructure, tac, 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 elle appelle. Alors ça va dans quel sens? Voilà, il y a un style, il faut essayer de comprendre où c'est. Voilà, alors ouais hein, bon, ça va, hein, on a dit que c'était un proto. Hein. Ouais, price, ouais, toujours price. Je me suis un peu focalisé sur prix. Price. Ça se voit quand même, non? Price, il y a un champ qui est de type catalogue IMPL. Donc ça veut dire que mon domaine, qui est là, il dépend de l'infra. Pas bien. Et donc si on regarde où c'est, tac, price, ici, hop, hop, hop. Non, c'est pas ça. Non, j'ai mal lu. C'était référence, c'est ça? Ouais, c'était référence, j'ai mal lu. C'était référence qui avait un truc qui était, voilà, ici. Non, je sais plus si c'est là, voilà, là, tac. Faites-moi confiance, c'est ce qu'il y avait écrit. Tac. Oui, référence, wrong, voyons. Voilà. Donc je peux le relancer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va peut-être pas toutes les faire. J'avais prévu, il y en a 4-5, hein, si vous voulez vous amuser. En gros, ce qui se passe, hop, dans price, ici, j'ai mis ça public, pas bien. D'accord, et je crois que là aussi j'ai mis public, pas bien. Hein?
contrôle pas les imports. Là-haut, les imports sont pas bons? Tout à l'heure, c'était Oh, je crois que je les ai fixés rapidos, quoi. Et au bout d'un moment, on voit que, voilà, bravo, vous avez passé toutes les règles que vous avez définies. que vous avez défini ou Que le plugin a défini. Que le plugin a défini, ouais. Et que moi j'ai configuré, alors je vais peut-être pas montrer ça, dans mon projet, j'ai choisi quelques règles, j'ai décommenté quelques règles. ça contrôle les sources, ça contrôle pas les Alors, c'est- dépendances. Si, il y a des dépendances. Mais ça contrôle. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ça charge le bytecode et ça contrôle le bytecode. Ça veut dire que même les packages qu'on embarque, s'ils contiennent des domaines et tout ça, ils sont... Ouais, en principe, ouais, à tester. Ouais. Faut voir. Ok? Ça vous va? Vous avez compris le. J'ai une petite question. Allez, vas-y. Par rapport aux erreurs du coup. Ouais? Nous, on a un projet qui ne respecte rien. Ouais? Et du coup, est-ce que c'est possible plutôt d'en sortir des statistiques et au moins vérifier que les statistiques s'améliorent ou ne s'empirent pas? Oui, ça c'est ma start-up, ça, si tu veux, on peut en parler après. Mais l'idée, c'est pas de faire des statistiques, c'est plutôt d'envoyer des messages en essayant que les gens s'auto-améliorent. Quand on fait pas des stats, mais plutôt d'envoyer des messages en disant, écoute, là, tu serais bien que tu corriges, quoi. Donc, Ça veut dire qu'il faut quand même annoter tout le monde. alors, voilà, donc ça c'est le point. Et je suis parti d'un projet existant parce que ça c'était un vieux TD que j'ai donné l'année dernière. En fait, il y a d'ailleurs des classes dans ce TD qui ne sont pas annotées. Si je prends le catalogue, me semble-t-il, j'ai pas encore dit que c'était, tu vois, il n'est pas annoté celui-là. Si je prends le search engine, j'avais prévu de faire, tout doux, ouais. Ça c'est pour les étudiants. J'avais prévu de dire c'est un service celui-là, tu vois, il n'est pas annoté. Donc j'ai pris du legacy code. Et le problème quand tu prends du legacy code, c'est soit tu dois l'annoter, soit tu dois réussir à trouver si jamais il y a une expression régulière qui match, mais là ici non, c'est pas le cas. Soit tu dois changer le nom de tes classes. Actuellement, hein, je dis pas que c'est bien. Hein. Mais actuellement, c'est ce que je dois faire pour que ça tourne. C'est peut-être accessible pour du nouveau. C'est plus accessible pour du nouveau. Ouais. Est-ce que là, du coup, on essaye de faire du DDD dans des langages objets? Oui. Ça existe des langages DDD Moi, je le fais en Java, je le fais en JavaScript. En JavaScript, franchement, pour vérifier que non. Et puis en JavaScript, il y a plein de trucs où tu t'en fiches un peu parce que immutable en JavaScript, si tu veux, tu fais ouais, ok. Bon, tu peux t'amuser à faire que ouais, alors c'est la fermeture, machin, il est inaccessible. Tu peux, hein. Mais ton code, il devient tellement illisible que autant dire, je mets un petit underscore devant, ça veut dire s'il te plaît, monsieur, touche pas. Donc, bon. Ça répond à la question? Non. C'était quoi la question? Non, je me demandais s'il n'y avait pas des langages qui étaient, plutôt que de déclarer des classes, on déclare directement des values des services ou des trucs comme ça. Ça, je sais pas. Ce qui évite d'annoter. En fait. Ouais, ça, je sais pas. Des langages de prog directement? Je pense que c'est des frameworks, mais plus que des langages de prog. Ça, je sais pas. Et le risque, du coup, c'est que tu t'acoquines au framework en question. Bah ouais. Bah ouais. Là, tu t'as coquiné avec l'objet en mode Java. Ouais. On avait décidé de te coquiner. Une remarque là-dessus, en fait, c'est que je pense pas que ce soit souhaitable de toute façon. Ouais, moi non plus, ouais. C'est très. La partie stratégique du DDD va de toute façon t'expliquer qu'il faut que ce soit extrêmement adapté à ton contexte. À partir du moment où on vient te dire un service, ça doit s'écrire comme ça, on s'adapte plus à ton contexte. Et du coup, c'est pour ça que le DDD va plutôt dire développer vos propres outils dans chaque contexte plutôt que partir de tel framework ou tel langage. C'est comme ça qu'on l'a vu, on a essayé de faire des règles génériques, mais ouais. Elles sont pas super génériques, non. Ouais. Alors j'en suis où? Tac, 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 tic, la démo c'est fait. Tac. Alors le retour sur expérience, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on fait ça pour une société là qui se met. Alors eux ils se mettent au DDD mais ils ont un legacy. Donc ça c'est assez intéressant. Alors premier truc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal de formaliser les règles. Il y a beaucoup de confs sur le DDD et à chaque fois que vous regardez une conf sur le DDD, les gens ont une façon différente de le coder. Et c'est pas un mal. C'est pas un mal. Par contre, il y a quand même un petit peu d'architecture à respecter, je pense. Donc après, tout dépend où est-ce qu'on met son curseur. Mais un truc qui, à mon avis, va froisser... Parce qu'ils sont très susceptibles, les gens qui font du DDD, donc je fais super gaffe. Mais un truc qui devrait froisser personne, c'est de dire le domaine doit être indépendant de tout le reste. Donc ça, c'est une convention. Et c'est pas mal de se dire comment nous, on l'a codé. Donc si on est en Java, on peut dire il n'y a aucune classe là-dedans qui dépend d'une classe dehors. Voilà. Donc ça, l'idée, c'est pas mal de formaliser les règles, ça c'est un point intéressant, de clarifier les conventions, d'automatiser des vérifications, c'est toujours bien, et surtout de pouvoir mettre à jour les règles.
Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, ça a été un point super fort dans l'équipe dans laquelle on travaille. Ils sont une vingtaine de développeurs. Donc ils ont suivi une formation, mais à la fin, quand le jour J où ils devaient coder, ils ne savaient plus comment il fallait faire. Donc de fixer un petit peu des conventions sur l'équipe, ça les a aidés. Voilà. Alors de fixer des conventions et que ça soit pour certaines vérifiées, ça ils ont dit ouais cool. Et puis là les managers sont contents. Alors que ça ne sert pas la valeur, hein, mais voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est surtout c'est pas parce qu'on a pondu une convention un jour qu'elle est gravée dans le marbre et qu'il faut dire voilà, impossible à changer. Là ce qui est agréable, alors ces petites règles, c'est que tu peux les faire évoluer. C'est du code. Tu vois, donc comme c'est du code, bah, tu peux faire ta petite pull request sur ta règle. Et voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant. Deuxième truc. Alors, expressivité. On a été plutôt content. Maintenant, il faut avouer qu'on a fait quand même des règles à gros grains. Hein, du style, personne n'appelle tel package, les champs sont publics, etc. etc. On vérifie des trucs de programmation tradis. On n'est pas sur des frameworks exotiques ou ce genre de choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on vérifie que ça marche. Donc si jamais tu veux faire le malin, que tu veux montrer que tu es capable de changer ta value object et que l'inter, c'est pas l'inter, et que lui passe, oui, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté de le mettre à l'ouest, ArchUnit. Aucune difficulté. Donc en fait, plus on avance, et plus on se dit, en fait, c'est pas du test. Parce qu'en fait, on montre que ça marche. Alors que le test, c'est plutôt montrer que ça marche pas quand même. Donc, c'est plutôt un linter en fait, hein, à mon avis. Ok, annotation ou convention, donc merci, voilà. Donc, on a le dilemme, on ne sait pas. Ce qui est assez marrant, c'est que pour cette société, ils étaient en train de se poser des questions d'utiliser des annotations pour générer automatiquement la documentation. Et donc, eux, ils ne sont pas contre avoir des annotations dans le domaine. Moi, je trouve... Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que plus on en met, moins c'est domaine. Et j'aimerais bien pouvoir les brancher et les débrancher, ces annotations. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant, je n'ai pas trouvé la réponse technique. Donc voilà, donc là, on supporte les deux et on peut configurer notre plugin pour dire une entity, c'est soit at entity, soit quelque chose qui termine par entity. Voilà, soit une regexp, soit une annotation. D'accord, sachant que c'est pas pleinement satisfaisant, je trouve. Ouais, donc ça c'est marrant parce que finalement on l'a intégré sur la CI et finalement ça ressemble beaucoup plus à un linter qu'à un testeur. Là, il n'y a pas, d'ailleurs c'est marrant, mais il n'y a pas de testeur qui écrit ce code. Ce code, c'est le concepteur du plugin qui l'a écrit. Ce n'est pas un testeur qui va sur son application écrire ses règles, mais on pourrait imaginer qu'à chaque fois que quelqu'un écrit un value object, il écrit le ArchUnit qui montre que c'est bien un value object. On pourrait imaginer ça vraiment dans l'esprit test. Ça nous semble un peu lourd parce que les gens vont écrire à peu près à chaque fois les mêmes choses. C'est pour ça qu'on est parti sur des règles génériques et que finalement on est plus dans le domaine du linter. J'ai terminé, comme ça on va pouvoir les manger, c'est cool. En grosse conclusion, alors ça c'est en parlant avec Philippe Kruchten. Philippe Kruchten, il a écrit un beau bouquin sur la dette technique, il se pose beaucoup de questions sur la dette technique. Nous on en parle beaucoup, mais je trouve qu'on faut qu'on formalise un peu plus les choses. Et lui, il est en train de parler de dette technique au niveau de l'architecture. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que la dette technique, elle se passe vraiment au niveau des liens entre nos composants, des couches et ce genre de choses. Et il dit que c'est là où ça fait vraiment mal et c'est là où on manque clairement d'outillage pour essayer de vérifier ou d'automatiser certaines vérifications sur la dette technique au niveau architecture. Et je trouve que là, avec ArchUnit, j'ai peut-être un peu mal nommé, on ne fait pas trop de tests finalement. On est plutôt là comme un espèce de linter et on vérifie qu'on a suivi à peu près les conventions d'architecture qu'on s'est données. C'est la grosse conclusion que j'ai. Actuellement, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le rôle d'un linter, donc on est en train d'écrire un linter DDD en fait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les étudiants vont l'utiliser. Ils vont voir si jamais ils ont respecté les conventions de codage qu'on leur donne. Est-ce que ces conventions sont bonnes? Peut-être. Est-ce qu'il faut absolument les suivre dans tous les contextes? Non. Ce ne sont que des conventions de codage et voilà, qui permettent de garantir certains risques. J'ai terminé. Ouais? T'as des questions? Non? T'avais une question? Je pense trouver. Non, mais je croyais. Ouais, dis-moi. Moi, je me demandais comment tes étudiants accueillent ça, en fait.
quel feedback t'as Alors sur le linter, je ne l'ai pas encore parce que c'est dans 2 semaines qu'ils vont le subir. même sur le DDD? Sur le DDD, ils adorent. Sur le DDD, ils adorent. Ils adorent essentiellement parce que, si tu veux, c'est vraiment la couche domaine où on leur dit prenez le métier de l'application et inversion de dépendance avec base de données. Pour eux, c'est une... voilà, je ne sais pas si c'est le côté stratégique, ils ne le voient pas. J'arrive pas à avoir un exemple vraiment... Puis je ne suis pas sûr qu'ils aient la maturité. Par contre, l'architecture hexagonale, le domaine inversé sur infra, qui fait partie du DDD, c'est pas le DDD dans sa globalité, ça fait partie du DDD, ça ils adorent. Donc je travaille plus là-dessus en leur disant, pensez à regarder votre architecture, pensez à coder votre métier, et ça prend bien. Et en enlevant tous les préconçus, parce qu'ils ont eu des années de cours avant où on leur dit tout est objet, tout a un identifiant, etc. Là, je démolis, je dois déconstruire pas mal de choses. En disant, il y a des objets immutables qu'on peut s'échanger comme on veut. Donc cela, on s'en fiche de l'encapsulation. Les entités, on fait attention. L'agrégation, on fait super attention, mais c'est compliqué l'agrégation. Le dépôt, le repository, c'est une interface de machin. Ça, ils adorent. Voilà. Donc, ouais, je pense que c'est ça qui fait que ça plaît. C'est plus l'architecture hexagonale et les concepts métiers, quoi. C'est un des gros défis, effectivement, c'est que c'est censé aider à construire des logiciels complexes. Ouais. Et qu'en fait, un logiciel complexe, dans le milieu étudiant, ça n'existe pas vraiment. Non. Même pas un projet complexe. Non, ça n'existe pas. Le plus qu'on puisse faire à la fac, c'est... j'avais regardé, c'est un projet qui fait 3-4 mois, quoi, tu vois, donc on ne peut pas considérer que c'est un projet complexe. J'avais pensé à leur donner des projets à peu près faits, il fallait qu'ils modifient, mais ils n'arrivent pas à rentrer dedans, quoi. Par contre, alors quand je te dis les étudiants, j'aurais dire les étudiants intéressés, hein, voilà. C'est pas tous les étudiants de l'amphi. Les étudiants intéressés, ils sentent cette vague de fraîcheur, ils sentent qu'on parle aux développeurs, ils sentent qu'il y a la pureté du domaine, qu'on code vraiment le domaine. Ça, ceux-là, ouais, ils le sentent. Et pour certains, ils ont leur propre projet, ils disent « Ah, mais ça m'aide vachement parce que je galérais, etc. etc. » Voilà. Donc je pense que ça touche vraiment ceux-là, et du coup, ça tire vers le haut. C'est-à-dire les autres, ils disent « Ah, si eux pensent que c'est bien... on va arrêter de coder avec nos héritages qui appellent la base de données, etc. C'est mon impression. Après, ça fait 2 ans. Hein. Donc, et l'Inter va arriver dans 2 semaines, donc on va voir. Oui. ArchUnit, ça existe avant cette expérimentation sur ouais. le DDD. Ouais. Et donc, je m'interroge sur la cible initiale de ArchUnit. Est-ce qu'ils ont implémenté sur d'autres façons de concevoir les applications Alors nous en parlant de risque, si tu veux, hein, donc sur notre produit, tu vois, nous on a un produit et on risque parce qu'on se base sur ArchUnit, on trouve que c'est un gros risque. Parce qu'ils sont encore à la version, je crois que c'est 0.10 ou 0.11, elle est sortie en, je pense que c'est juillet 2019, mais avant ça il n'y avait eu aucune évolution. Sur la 0.11, ils ont tout changé, donc il a fallu qu'on change pas mal, tu vois. Donc on ne sait pas. Ils ont expérimenté sur quel? Ils ne communiquent pas, il y a très peu de blogs, il y a très peu de choses, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez à choisir une approche, je vous dirais de choisir une approche à la ArchUnit. Peut-être pas de choisir ArchUnit, quoi. Voilà, je trouve ça très bien, mais c'est beaucoup trop tôt pour partir dessus. Hein. C'est trop risqué. Ouais. Et un complément, c'était, ouais. Moi je m'attendais à trouver, au-delà du design de code du domaine, des considérations de l'exigence fonctionnelle, des trucs un peu plus dynamiques, alors sur du statique, des tests d'architecture sur l'aspect dynamique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... moi j'en connais pas encore, hein, mais là ça serait vraiment du test dans le sens il faudrait que tu exécutes et que tu vérifies que ça marche bien, quoi. Donc ouais. Ouais, ça serait du test côté écrit-toi à la main, quoi, mais pas de framework qui va faciliter ça, quoi. Ouais. Mais je suis intéressé parce que je trouve qu'on manque un petit peu de tests d'architecture, on manque de vérification sur l'architecture là-dessus, quoi. Bien souvent, on décide que c'est comme ça et après on ne sait pas vraiment comment ça se passe derrière, quoi. Ils ne sont pas facilement exprimés. Ouais, carrément. Non, on n'est qu'au début, hein, c'est syntaxique, hein, c'est topologique, quoi. Ok. Merci à vous. Merci.